Bienvenue pour cette soirée dédiée à l'invisible et en particulier aux peurs en lien avec l'invisible. On est très heureux de vous accueillir ce soir avec Arnaud et Sandrine parce que c'est un sujet qui nous touche à cœur, qui nous tient à cœur en tout cas, bien évidemment, et aussi parce que c'est l'occasion pour nous de vous ouvrir les portes de l'académie ce soir en abordant un sujet qu'on a l'habitude de traiter sur un parcours sur lequel j'ai l'honneur d'intervenir, qui est le parcours œuvrer avec l'invisible. Et par expérience, figurez-vous que les personnes qui viennent à nous pour explorer leur dimension magique, leur dimension intérieure, sont souvent retenues avec un fil à la patte, avec toutes ces peurs autour de l'invisible. Donc c'est tout naturellement qu'on a choisi ce thème ce soir pour tâcher de vous, comment dire, de partager tout cela avec vous, de vous nourrir de notre expérience. Ce soir, c'est Arnaud, bien évidemment, qui abordera quatre grandes peurs qu'on a recensées. Il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, c'est celles qui sont les plus courantes, celles qu'on a aussi traversées. Moi, j'avoue que j'ai aussi eu des peurs de l'invisible et je crois que nous sommes très nombreux à en avoir ce soir. Donc, d'abord, j'aimerais m'assurer que vous m'entendiez bien et que vous me voyez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire en chat si tout est OK de votre côté, que le son est bon, que l'image est bonne? Apparemment, tout est OK, super. Alors, au programme ce soir, avant de passer la parole à Arnaud et à Sandrine, donc en deux mots, je suis Aurélie Dumas, donc praticienne de la Voix de l'Acte. J'ai la joie d'intervenir sur les stages aux côtés d'Arnaud et de Sandrine et sur les parcours en ligne, notamment œuvrer avec l'invisible, mais aussi le Tipeee, une communauté très très chère à notre cœur. Et ce soir, on a souhaité en fait imaginer cette soirée d'abord pour peut-être nous représenter. Arnaud va vous représenter la Voix de l'Acte, l'Académie de l'Acte, et quels sont les sujets qui nous tiennent à cœur. Ensuite, Arnaud, évidemment, va vous emmener en voyage à travers quelques photos, vous allez voir, assez parlantes, qui illustrent bien les principales peurs qu'on peut avoir en lien avec l'invisible. Peut-être en aurez-vous d'autres, peut-être aurez-vous des questions. Donc, on prendra un temps après cela pour lire vos questions dans le chat et puis pour y répondre du mieux qu'on pourra. Après quoi, on vous présentera le parcours œuvrer avec l'invisible dont nous sommes en train d'ouvrir les portes et qui débute le 8 mars. Pour ceux qui le souhaitent, nous l'aborderons tout à la fin et on vous présentera pourquoi on y croit fort et pourquoi de plus en plus de stagiaires nous rejoignent sur cette thématique qui est ni plus ni moins au-delà de l'invisible, qui est un mot qui peut faire peur. Il s'agit ni plus ni moins de revenir à notre nature essentielle, à ce que nous sommes profondément, et à retrouver aussi peut-être nos petits-enfants intérieurs, magiciens, qui aspirent à tout simplement se reconnecter à l'essentiel. Je passe la parole à Arnaud et je vous remercie infiniment d'être aussi nombreux avec nous ce soir. Belle soirée à tous. Bonsoir et heureux de vous retrouver pour cette belle soirée sur le thème œuvrer avec l'invisible. Doit-on avoir peur de l'invisible? En tout cas, merci à Aurélie de cette présentation. Merci à chacun d'entre vous de prendre ce temps, de consacrer ce temps, de partager ce temps pour évoquer ce thème qui nous tient tellement à cœur de Bon, l'invisible, ben, de œuvrer avec l'invisible, et puis doit-on avoir peur de l'invisible? Ça va être la question du soir. Juste en introduction, je resitue un peu mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Arnaud Rioux, je suis avant tout auteur. J'ai écrit à ce jour 20 livres, dont beaucoup parlent de l'invisible, du lien avec le sensible, dont un certain Réveiller le chaman qui est en vous, qui est best-seller depuis 10 ans, et puis d'autres livres comme La prophétie de l'aigle et du condor, Calme, Les nouveaux sages, etc., L'oracle du peuple animal, végétal.
J'ai écrit 20 livres qui sont publiés dans 9 pays. J'ai réalisé un film qui s'appelle Etugen, qui établit les liens entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Je suis le fondateur de La Voie de l'Acte, approche consciente de la totalité de l'être, que j'ai créé en 2006, et je suis fondateur de l'Académie de l'Acte, qui transmet ses enseignements depuis presque 20 ans maintenant. Je suis également fondateur du Beaupré en Bourgogne, qui est un lieu d'enseignement, de retraite, dans lequel viennent régulièrement des chamans du monde entier. Et je suis président de l'association Terre Anima, qui est une fondation qui établit des liens, elle aussi, entre les peuples premiers et le monde moderne. C'est vous dire si ces liens avec le monde de l'invisible me passionnent depuis très longtemps. J'ai cette phrase qui m'anime depuis tellement longtemps. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. C'est vraiment un leitmotiv pour moi, peut-être parce que j'avais deux parents qui étaient très diamétralement opposés. Ma maman qui était très sensible, très médium et pas du tout les pieds sur terre, et mon papa qui était très pragmatique, très cartésien, très rationnel, mais qui des fois manquait de connexion à l'invisible. Et quand je les voyais tous les deux vivre ensemble, je me demandais souvent comment deux êtres aussi différents peuvent-ils vivre ensemble? Et derrière ça, il y avait une autre question, c'est comment nous pouvons, nous, vivre avec ces deux aspirations qui sont totalement complémentaires, le fait d'être incarné sur la terre, donc d'être dans une famille, d'avoir un métier, de gagner de l'argent, d'avoir une maison, des relations sociales, etc. Et en même temps, d'honorer une vibration plus sensible, d'être en lien avec notre âme, d'être en lien avec le monde du subtil, le monde du sensible. Et pour moi, on n'a pas à opposer ces deux mondes. Je crois vraiment que tout notre chemin, c'est de pouvoir donner plus de sens à nos actions, plus de sens à notre métier, plus de sens à nos relations, et de donner plus de corps à nos valeurs et au message de notre âme. Et je crois que ce thème-là vient particulièrement à jour dans cette période de l'histoire qu'on vit aujourd'hui, qui est une période très sensible, pour pas dire complètement bordélique, qui correspond à une fin de cycle. Dans le livre que j'ai écrit, La prophétie de l'aigle et du condor, je raconte comment cette prophétie vieille de 5000 ans nous dit que nous avons deux animaux totems qui gouvernent le monde, l'aigle et le condor. L'aigle, c'est l'oiseau des peuples du Nord, l'oiseau du savoir, de l'étude, de l'intellect, et le condor, c'est l'oiseau du cœur, de l'intuition, de l'instinct. Et il est dit dans cette prophétie que tous les 500 ans, la gouvernance du ciel alterne entre l'aigle et le condor. Et nous sommes aujourd'hui, selon cette prophétie, à la fin de l'ère de l'aigle, au début de l'ère du condor, et il est dit dans cette prophétie que dans ce moment de transition, l'aigle et le condor volent ensemble, et que si nous réussissons à partager à la fois les enseignements de l'aigle et du condor, alors on va vivre dans un équilibre parfait. Si en revanche on oppose l'un à l'autre, c'est-à-dire si on n'est que dans la matière en étant coupé de notre dimension spirituelle, il va vraiment nous manquer quelque chose. Et si on est dans une spiritualité comme dans une fuite, c'est-à-dire coupé de la matière, il va aussi nous manquer quelque chose. Donc cette période que nous vivons, 2020, entre 2020 et 2030, ça correspond à peu près à ça, c'est réellement une période de transition pour laquelle nous avons besoin de d'être en lien avec notre âme, d'être en lien avec notre mission de vie, d'être en lien avec le monde invisible, et en même temps de donner du corps à nos choix, à nos valeurs, à nos pensées, etc., pour être dans cet équilibre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important, encore plus dans cette période. Je crois que si nous sommes si nombreux ce soir et si les gens sont actuellement aussi intéressés par ces thèmes, j'étais interviewé cet après-midi par une journaliste qui me demandait à quoi tient l'essor du chamanisme en ce moment, puisque autant de personnes s'y intéressent. Et je donnais
au moins quatre raisons. La première, c'est que ça nous permet de nous connecter à une spiritualité, à notre âme, à quelque chose de plus grand, et donc de donner du sens. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de donner du sens. Ça nous permet de nous connecter davantage à la terre. On voit aujourd'hui avec ces mouvements d'agriculteurs combien on a eu un rapport à la terre qui a été un rapport d'exploitation, mais qu'on a perdu ce sens de la terre sacrée, de la terre, on l'appelle la terre maman ou la Pachamama, c'est vraiment la terre est vivante. Et si on a un doute, je vous encourage à juste mettre une poignée de graines dans la terre et vous verrez que naturellement, elle va fleurir, apporter des fruits et des fleurs parce que la terre naturellement est vivante. Donc on a besoin de retrouver une relation juste avec la terre. On a besoin de retrouver le lien avec notre véritable nature et donc de faire marcher notre intuition, d'être relié à quelque chose de plus grand. Je distingue tout de suite, c'est important de le dire en introduction, je distingue complètement la spiritualité des religions. Hein, la spiritualité, c'est s'ouvrir à quelque chose de plus grand. On n'a pas besoin d'être chrétien, on n'a pas besoin d'être bouddhiste. On s'ouvre que simplement à quelque chose de plus grand, peu importe le nom qu'on lui donne, et on va non plus travailler, mais œuvrer. On va se mettre au service de son âme. Voilà. Et donc, on va développer son intuition. Je suis sûr, tiens, je vais. Allez, j'adore faire ça parce que Aurélie n'est pas au courant. Et puis, on avait prévu un programme ce soir, mais je vais quand même transformer le programme. C'est comme ça, ou en tout cas, juste pour le départ, si vous me permettez. Mais j'aimerais faire un petit sondage d'entrée, le temps que Aurélie fasse ce sondage, ou sinon, vous allez lever la main, simplement avec un petit bouton qui est en bas à gauche de lever la main. Je voudrais savoir qui ce soir a déjà vécu une expérience de communication, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir un défunt dans sa famille et d'avoir eu une expérience de communication avec un défunt. Voilà, levez la main simplement, comme vous le faites. Merci de répondre aussi spontanément. Et puis, je vois qu'il y a déjà beaucoup de mains qui se lèvent. Je pose une autre question. Je voudrais savoir qui a déjà eu une forme de guérison qu'on pourrait dire miraculeuse, c'est-à-dire une guérison par la force de l'esprit ou une guérison par imposition des mains, et pu avoir une guérison de cette façon-là. Levez la main aussi à votre tour. Puis je vous pose une troisième question. Je voudrais savoir qui a eu des expériences assez fortes de communication animale, de pouvoir avoir comme des prémonitions avec les animaux, de pouvoir avoir une communication naturelle avec, avec un animal. Et puis levez la main si vous avez une connexion forte avec le monde végétal et que au contact d'un arbre, vous pouvez ressentir un apaisement, vous pouvez ressentir, etc. Hein. Et puis, levez la main si vous avez déjà vécu une synchronicité étonnante. Vous savez, on pense à quelqu'un et puis la personne appelle. On pense à cette situation et la situation se manifeste. Qui a fait l'expérience d'une synchronicité? Hein. Et puis, Non, bah, je vais arrêter là parce que une dernière question. Je voudrais savoir qui a senti la présence, que ce soit d'un ange, peu importe comment on l'appelle, mais qui a senti une petite voix assez forte le communiquer, attention à faire cet accident, voilà tel choix, etc. Et puis je vous invite à regarder sur la petite flèche en haut à droite, nous sommes 500, et regardez, quasiment toutes les mains sont levées. Hein, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tous, à différents moments de notre vie, on a fait une ou plusieurs expériences en lien avec l'invisible. Et ça pourrait être quelque chose de complètement naturel quand je vais en Mongolie, quand je vais en Amérique du Nord avec mes frères et sœurs amérindiens, quand je rencontre les chamans d'Amazonie, de Nouvelle-Zélande, cette notion de l'invisible est vraiment quelque chose de complètement intégré dans leur quotidien. C'est naturel quand on va en forêt de rendre hommage aux esprits de la forêt. C'est naturel quand on traverse la rivière de rendre hommage aux esprits de la rivière. C'est quelque chose de complètement naturel. Chez nous, c'est un petit peu moins naturel. Pourquoi?
parce qu'on en a peur. L'invisible fait peur, et c'est pour ça qu'on voulait prendre ce temps ce soir, et tu vas pouvoir, Aurélie, nous envoyer quelques slides aussi. Oh, Pour, voilà. Pensez bien à couper votre micro si vous ne l'avez pas fait. Il y a encore c'est pas des esprits qui nous parlent, mais on a voilà, encore quelques esprits. Est-ce que Aurélie, tu peux nous passer les slides si c'est pas trop compliqué pour Tout à toi? fait, Arnaud. Voilà. Me Et confirmes-tu que tu les vois? je les vois, tout va bien, magnifique, bienvenue. Nous ne sommes pas, voilà. Alors voilà, comme je vous disais, ça c'est le parcours, sur mon parcours, mais je viens donne-moi de ça. La Voie de l'Acte et l'Académie de l'Acte, je n'en ai pas assez parlé. L'Académie de l'Acte, c'est une académie que j'ai créée donc en 2006, qui a formé à ce jour 6 enseignants, dont certains sont là ce soir, je pense à Sandrine, et puis d'autres enseignants qui diffusent cette voie, 25 praticiens, 180 accompagnants, et puis un peu plus de 10 000 stagiaires qui sont initiés à cette approche, qui est une approche globale, parce que pour moi, on est des êtres corps, cœur, esprit, et on a besoin donc d'être dans cet équilibre des trois intelligences dont on parlera, du corps, du cœur et de l'esprit. Alors voilà justement les enseignants de la Voie de l'Acte, de l'Académie de l'Acte, Sandrine qui était avec nous ce soir, Christelle qui intervient sur plusieurs programmes, Héloïse, Aurélie qui est là, Alexandra qui fait partie de l'équipe aussi. Donc voilà l'équipe des enseignants, l'équipe pédagogique de l'Académie de l'Acte qui œuvre ensemble depuis des années, c'est toute une équipe. Et puis allons-y pour le slide suivant. On est parti. Alors ça, c'est une préoccupation. On a fait un petit sondage. Je vous le dis parce que ça intéresse tout le monde. On s'est posé la question, Non. on a posé la question à notre communauté en disant, voilà, dans les préoccupations Ah actuelles, oui, bon, moi je vais arrêter là. pensez bien à couper votre micro, s'il vous plaît. Dans les préoccupations actuelles qu'on a, on est tous préoccupés par telle et telle chose, et on a posé la question, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est votre santé physique? Est-ce que c'est votre situation financière, votre métier, vos relations sociales, votre dimension spirituelle? Très clairement, celle qui arrive en premier, c'est la dimension spirituelle. Nous ne sommes pas sur la Terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Et donc, la dimension spirituelle, c'est étonnant de voir comment dans cette période chaotique, c'est vraiment le lien à l'esprit qui nous préoccupe le plus. Voilà l'extrait d'un sondage que nous avons fait au sein de notre communauté d'un peu plus de 588 réponses. Voilà, on va rentrer dans le sujet. Allons-y. Hop, faut-il avoir peur de l'invisible? Alors, première chose que j'ai à vous dire en introduction aussi, euh, quant aux réponses, justement, quant à la vérité, disait Teilhard des Chardin, suivez ceux qui la cherchent et fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée. Et je n'ai pas vocation ce soir à vous imposer des croyances, mais au contraire à nous inviter à explorer. Vous savez, le chamanisme est plus une voie de déconstruction que de construction. Et donc, je nous invite à regarder qu'est-ce qui fait que le chamanisme fait si peur. Qu'est-ce qui fait que l'invisible fait si peur? Je dis le chamanisme, mais c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'on a pu voir que dans notre communauté ce soir, on est un peu plus de 500 personnes, les 2 tiers ou les 3 quarts ont vécu déjà une expérience en lien avec l'invisible, mais qu'est-ce qui nous empêche vraiment davantage incarner cette dimension avec l'invisible? C'est effectivement la peur de la folie. Tu peux terminer le partage d'écran, Aurélie. C'est effectivement cette peur de la folie. Et cette peur de la folie, d'où elle vient? Il se trouve que elle n'a pas toujours existé, hein, le lien avec l'invisible. Si on revient très très longtemps en arrière, les premiers peuples étaient très en lien avec le monde de l'invisible. Pourquoi? Parce que au Paléolithique, les premiers hommes étaient très en lien avec la nature, très naturellement en lien avec la nature, et donc c'était
quelque chose de complètement naturel, comme ils étaient plus vulnérables, parce que quand on vit dans une grotte, on est obligatoirement plus vulnérable, on est amené à être plus en lien avec les esprits de la terre, du feu, les esprits de l'eau, on est plus vulnérable, et donc c'est naturel de rendre hommage aux esprits qui nous entourent. Comme c'est naturel, on a retrouvé des mémoires, des traces de rituels funéraires qui datent du Paléolithique. Donc depuis les premiers hommes, on célèbre un lien avec l'invisible parce que tous, à un moment donné, on se pose des questions fondamentales. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que les animaux ont une âme? Est-ce que les esprits sont dans la forêt? Est-ce que les arbres, les rivières ont un esprit? Et donc, est-ce qu'il y a une dimension qui nous échappe? Et la peur de la folie est très liée avec la peur de l'inconnu. Dès lors qu'on a envie d'explorer le monde de l'invisible, on va explorer des rituels. Et la base d'un rituel, c'est qu'on va euh, solliciter d'autres dimensions que la dimension du connu. Donc, on va solliciter l'inconscient, que ce soit par la transe, que ce soit quand les chamans sont amenés à connecter avec l'invisible, ils peuvent rentrer en transe, ils peuvent jouer du tambour, ils peuvent, dans certains pays, faire appel à des plantes médecines, etc. Donc, à rentrer dans ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. Mais un état modifié de conscience, en fait, on l'a tout le temps. Dès qu'on a peur, on est dans un état modifié de conscience. Dès qu'on rêve, on est dans un état modifié de conscience. Dès qu'on développe notre intuition, on est dans un état modifié de conscience. Et la conscience, elle est exactement comme, on pourrait dire, comme un poste émetteur-récepteur qui fait que quand on la branche sur telle fréquence, une radio, on branche sur telle fréquence, on va avoir Radio Info, sur telle fréquence, on va avoir France Inter, France Culture. Ce qu'on fait quand on se connecte avec le monde de l'invisible, c'est qu'on modifie simplement notre fréquence. On devient plus sensible. Et plus on devient sensible, plus on peut avoir accès naturellement à notre intuition, à notre instinct, et puis éventuellement, en ouvrant davantage, on peut avoir une connexion avec des défunts, pourquoi pas. On estime en France qu'il y a environ une personne sur deux qui a perdu un proche, qui a eu des contacts spontanés avec un défunt. Et puis ce chiffre augmente encore quand c'est un fils ou une fille ou quand c'est un mari ou une femme qu'on a perdu. Donc c'est des expériences totalement naturelles. Mais dès lors que on veut développer ce lien avec l'invisible, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce qu'il y a quatre grandes peurs. Hein. La première de ces grandes peurs, c'est la peur de la folie, parce qu'on a souvent associé, vous savez, je pense aux chamans. Les chamans, ce mot, hein, c'est un mot qui a été observé par les ethnologues alors qu'ils allaient en Mongolie, et quand ils ont observé les chamans qui battaient leur tambour pour appeler les esprits, ils se sont dit c'est quand même une drôle de pratique. Et donc c'est ce qui fait qu'on définissait le chaman comme celui qui danse et qui s'agite. Hein. Donc dès lors qu'on évoque une partie, un état modifié de conscience, eh ben, on peut avoir peur de ça. On a peur de quoi? On a peur souvent de notre pouvoir. Et on va voir tout à l'heure que plus on développe le lien avec l'invisible, plus on peut avoir peur de différentes choses, dont la peur de la folie. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur de la folie? La bonne nouvelle, c'est que souvent, on est plus fou qu'on ne l'imagine, mais la différence entre le chaman et le fou, le schizophrène, c'est que le chaman, il sait très bien ce qu'il fait. Le schizophrène, souvent, il ne le sait pas. Donc, quand on développe, par exemple, sa sensibilité, on peut recevoir des messages. Et plus on va développer sa sensibilité, plus on développe ses messages. Mais vous savez, cette sensibilité, elle se cale comme on pourrait dire qu'on a un potentiomètre qui fait que plus on va explorer l'invisible, plus on a accès. Dernièrement, il y a une femme qui venait me voir parce que son enfant était médium. Mais l'enfant était super content avec ça.
Il me disait, mais écoute, effectivement, je suis très sensible. Hein, il y a beaucoup d'enfants qui sont très sensibles. L'enfant, lui, n'avait pas peur, mais c'est la mère qui avait peur davantage de se dire qu'est-ce qui va devenir. Non, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de cet invisible. Ça, c'est vraiment la première peur. Et cette peur de la folie, là aussi, elle nous vient si je reviens quand même par rapport à notre héritage, hein, puisque avant l'héritage judéo-chrétien, on est en lien avec les sorcières et avec les druides, hein, et les sorcières qui faisaient des... C'est étonnant, regardez par exemple, les sorcières, elles sont représentées avec un balai. Hein, et elles ont été utilisées à un moment donné. Pourquoi elles ont toujours un nez crochu? Ça, c'est une histoire de Walt Disney, mais les sorcières n'avaient pas plus un nez crochu qu'un nez retroussé. Mais dans les contes et légendes, on a mis les sorcières à un moment donné de l'histoire, hein, c'est-à-dire au IIIe siècle, parce que avant le IIIe siècle, les sorcières étaient complètement intégrées dans les villages. Dans tous les villages, il y avait ce qu'on appelait des naturopathes, on pourrait dire, et ça, il y en a encore on avait des naturopathes, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui s'intéressaient à la médecine des plantes, qui soignaient naturellement avec la médecine des plantes. Comme il n'y avait pas de médicaments à l'époque, il fallait bien faire des onguents, Et on travaillait beaucoup sur les énergies, parce que les sorcières, comme les druides, étaient tout à fait conscients qu'avant d'être des êtres d'os, de chair et de matière, nous sommes des êtres d'énergie. Hein, l'énergie, c'est quelque chose qui est partout. Si je prends un atome, le plus petit des atomes, c'est un noyau autour duquel tourne de l'énergie. Donc nous sommes des êtres d'énergie en permanence. Et donc cette énergie, on a besoin de la connaître. Et les sorcières, effectivement, faisaient des rituels avec un balai pour nettoyer les énergies des maisons, des animaux, des personnes. Mais quand il y a eu cette grande période où la chrétienté s'est développée, ben, il y a eu une chasse aux sorcières qui a stigmatisé ces sorcières comme des démons en leur disant, et pour vous dire, au IIIe siècle, par exemple, il était interdit de faire des rituels dans les forêts. Voilà, parce que le simple fait de faire des rituels dans les forêts, c'était la sorcellerie. Donc on a cette mémoire là aussi des sorcières qui s'associe à la folie. Mais quand on observe de près une pratique en lien, il y a aucune raison, si on regarde les trans par exemple, quand des gens font des trans, on peut partir en transe, mais tout le monde est toujours revenu de sa transe. Hein. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ça. C'était la première de ces peurs, la peur de la folie. Je voulais qu'on évoque la deuxième peur aussi, si Aurélie va nous partager son écran pour nous partager La la deuxième voici, peur. Arnaud. Après la peur de la folie, c'est la peur de la mort. Parce que depuis la nuit des temps, on peut vraiment dire depuis la nuit des temps, puisqu'on trouve des traces de rituels dans le paléolithique, les êtres humains ont eu besoin de communiquer avec leurs défunts. Parce que naturellement, quand on perd un proche, quand on perd un parent, quand on perd un frère, quand on perd une sœur, on a besoin de savoir où il est, on a besoin Et donc, depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes s'interrogent, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et donc, c'est ce qui fait que depuis la nuit des temps, il y a des médiums, il y a des chamans, il y a des chamans qui vont avoir une communication plus ou moins forte avec le monde de l'invisible, avec le monde des défunts. C'est une des voies, encore une fois, c'est une des voies. Mais avoir peur de la mort, c'est vraiment intéressant parce que c'est le Dalai Lama qui dit les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Donc, la mort, s'il y a une chose qui est certain, c'est que nous ferons tous, à un moment donné, le plus tard possible, je vous le souhaite, l'expérience de la mort, c'est-à-dire l'expérience de quitter ce corps physique pour les chamans, continuer notre vie en tant qu'âme. Mais comme personne, même s'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, beaucoup de médiums, mais personne jusqu'à présent n'est revenu de la mort pour nous dire ben voilà comment ça se passe, hein, finalement. Voilà, donc il y a quelque chose qui fait partie de notre vie. Et quand le Dalai Lama dit les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu, je crois que la peur de la mort, c'est la peur de la vie. Parce que
finalement, on meurt plusieurs fois dans notre vie. L'enfant a besoin de mourir pour que l'adolescent naisse. L'adolescent a besoin de mourir pour que l'adulte naisse. Et dans notre vie d'adulte, on va mourir chacun plusieurs fois après une séparation amoureuse, après un divorce, après un déménagement, après une rupture, après un licenciement. Ce sont des fins de cycle, mais pour les chamans, la vie n'est pas circulaire. Souvent, on représentait à l'école le temps comme linéaire, mais le temps n'est pas linéaire. Le temps pour les chamans, il fonctionne avec la roue de médecine, c'est-à-dire comme un cycle, printemps, été, automne, hiver, matin, midi, soir, nuit, jeunesse, âge adulte, euh, parentalité, troisième âge. On a en permanence le cycle. Et donc, quand on vit la vie comme un cycle, c'est Christiane Singer qui disait la question, c'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais c'est de savoir si on veut vivre notre vie comme des morts vivants ou rentrer vivant dans la mort. Si on veut vivre notre vie comme des morts vivants ou rentrer vivant dans la mort. Et quand on est dans l'instant présent, j'ai cette histoire qui me revient d'un grand enseignant spirituel tibétain, un maître tibétain, qui avait donné des enseignements quasiment jusqu'à la fin de sa vie, 2, 3 jours avant de mourir, il donnait des enseignements, et puis il avait donné un enseignement sur la mort. Et l'un de ses disciples, un de ses élèves, avait posé la question en disant, est-ce que vous pouvez, puisque vous annoncez que vous allez partir, nous donner un dernier enseignement sur la mort? Et le lama, qui était en train de manger son gâteau, a eu cette phrase magnifique, This cake is delicious. Ce gâteau est délicieux, c'est-à-dire que pour l'instant, je suis en train de manger le gâteau, donc c'est la seule chose qui me préoccupe. Et plus je vais être dans l'instant présent, moins j'ai peur de la mort. En fait, la peur de la mort, c'est souvent une peur de la vie parce qu'on ne se sent pas suffisamment vivant. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la deuxième peur, qui est la peur de la mort. La troisième peur, après la peur de la mort, c'est une peur aussi qui est bien présente, c'est la peur de l'inconnu. Et comment dire ça? Vous savez, dans toute voie spirituelle, on va ajuster nos trois intelligences. L'intelligence du cœur, l'intelligence de l'esprit et l'intelligence du corps, l'intelligence vitale. Et s'il y en a un qui aime bien contrôler, c'est le mental, qui est une de ces intelligences, et le mental qui a forgé la personnalité depuis qu'il est jeune enfant, il aime contrôler, il aime savoir, il aime maîtriser et il aime ce qui est permanent. Là où la vie est en permanence impermanent. C'est-à-dire qu'en permanence. Mais le mental, la personne, l'ego, on peut appeler l'ego, il n'aime pas ça. L'ego, il aime contrôler, il aime maîtriser, et dès lors qu'il est en dehors de sa zone de contrôle, eh ben, il est en panique. Donc c'est ce qui fait que quand je vais, c'est pour ça qu'au niveau de l'âme, quand il y a je sais pas, vous sortez par exemple chez vous, puis vous faites une rencontre pas prévue, la personnalité tout de suite va se dire on évite ça, on évite ça. Pour l'âme, elle se dit chaque circonstance nouvelle est une opportunité d'apprendre, est une opportunité de grandir. Donc, tant qu'on reste dans le connu, l'ego va être super content, la personnalité va être super content, ça va être confortable pour elle, mais l'âme ne va pas grandir. Or, la nature de notre âme, c'est de s'élever. L'âme, elle est comme comment dire, comme un bouchon de liège dans le fond de l'eau. Sa nature, c'est de s'élever. Et pour s'élever, elle a besoin de faire des expériences. J'aimerais faire une petite expérience avec vous, justement. Comme ça, revenez, pensez à un événement qui, quand il vous est arrivé, vous vous êtes dit, ah mince, ça c'est vraiment pas de chance qu'il m'arrive ça. Un événement qui vous est arrivé, c'est un licenciement, un divorce, une maladie, on a tous vécu beaucoup de choses, et puis bah, vous pouvez le marquer en témoignage. Un événement, quand il est arrivé, où vous vous êtes dit, mince, ça je m'en serais bien passé. Et
Voilà, marquez ça en commentaire. Je serais curieux spontanément de regarder quel événement a pu vous arriver, alors que, voilà, la dépression, la maladie, le licenciement, le burn-out, voilà, la séparation, ma voiture qui est une relation toxique, un divorce, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous sommes arrivées. Je crois que c'est impossible de traverser une vie sans ces expériences. Et puis, j'aimerais quand même que vous regardiez maintenant cet événement, qu'est-ce qu'il a pu vous apprendre? Est-ce qu'il y avait un cadeau caché, hein? Il y a une histoire que j'aime beaucoup. On raconte l'histoire dans un village. Il y a un vieil homme comme ça, et puis c'est le plus pauvre du village. Puis son voisin n'arrête pas de lui dire, oh là 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 là, hein, vraiment, t'as pas de chance. Il dit, je sais pas si j'ai de la chance ou pas de chance. Le fait est que je suis le plus pauvre. Et puis, il y a un riche marchand qui arrive un jour dans ce village, et puis qui est tellement bien accueilli qu'il décide d'offrir son cheval au plus pauvre du village. Et il hérite du cheval. Et donc, le voisin disait, ah, tu vois, je disais tout à l'heure que tu n'avais pas de chance, mais finalement, tu as beaucoup de chance, tu as hérité du cheval. Et le vieil homme qui est sage dit, je ne sais pas si j'ai de la chance ou pas de chance, le fait est que j'ai hérité du cheval. Puis, le fils du monsieur monte sur le cheval, il part au galop, il se casse un pied. Alors le voisin dit, ah ben tu vois, je croyais que tu avais de la chance, mais ton fils s'est cassé un pied. Décidément, tu n'avais pas de chance. Monsieur dit, je ne sais pas si j'ai de la chance ou pas de chance. Le fait est que mon fils s'est cassé un pied. Et puis la guerre éclate. Tous les jeunes gens en âge de partir sur le front partent sur le front, à l'exception du fils qui est exempté et qui, lui, alors le voisin, encore une nouvelle fois, dit, tu vois, je croyais que tu n'avais pas de chance, mais finalement, tu es chanceux, ton fils partira pas sur le front. Et le vieil homme, qui a acquis beaucoup de sagesse, dit, je ne sais pas, quand un événement se présente, on ne sait pas si c'est de la chance ou pas de chance. Donc, on a besoin, quelque part, pour l'âme, de se dire, dans chaque situation, dans chaque situation, on peut, si on dépasse le confort de la personnalité, se dire c'est une opportunité d'apprendre sur moi. Donc, le chamanisme ou l'invisible, parce que voilà, d'une façon générale, dès qu'on développe le monde de l'invisible, on déconstruit quelque part les certitudes de l'ego, les connaissances de la personnalité pour s'aventurer sur une autre intelligence, qui est l'intelligence du corps et l'intelligence du cœur. Je ne vais pas développer beaucoup ici, mais on a trois intelligences fondamentales. L'intelligence intellectuelle, ce que j'ai appris, ce que j'ai étudié, l'intelligence du cœur, qui me fait dire j'ai envie, et l'intelligence vitale, qui est l'intelligence du corps qu'ont tous les animaux. Si je prends par exemple au moment des migrations, on les a vus passer ce matin, il y avait 300 ou 400 oies sauvages et des grues cendrées qui reviennent des migrations. Quand je vois ça, elles passent toujours au-dessus du moulin, à chaque fois je suis épaté de voir ça, de me dire quelle intelligence collective, parce que quand les oies se retrouvent pour le départ, elles se disent pas, bon, qu'est-ce qu'on fait? On part le 21 juin? Non, plutôt le 22, non, vas-y, le 19, vas-y, on négocie. Non, elles savent exactement quel jour partir, c'est l'intelligence vitale. Donc dans nos trois intelligences, intelligence vitale, intelligence du cœur, intelligence du connu, des concepts, des lois, quand on développe le lien avec l'invisible, on a besoin de faire des expériences et d'explorer nos ressources au niveau du cœur et au niveau du corps. Et là, on va se rendre compte, quand on développe l'intuition, par exemple, l'intuition, c'est avoir accès à une information à laquelle le mental n'a pas accès, mais à laquelle le corps a accès. Donc, on va développer cette intuition-là. Donc, le mental, lui, il se dit, aïe, 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 on rentre en terre inconnue. Bah oui, bien évidemment, on rentre en terre d'inconnu. C'est effectivement le thème de la troisième peur. Et pour la quatrième peur, la quatrième qui est importante aussi, quatrième peur, c'est la peur du pouvoir. Parce que dès lors qu'on touche, elle a bien choisi la photo, dès lors qu'on touche au monde de l'invisible, on se dit, oulala, il y a du pouvoir derrière ça, parce que le monde de l'invisible, c'est pas pour rien si, alors que fut un temps,
où nous avions tous ce lien spontané avec l'invisible, et même chez nous, chez les Celtes, on faisait tous des pratiques, il y a un moment donné où la religion, quelque part, s'est accaparée ce pouvoir des rituels, ce pouvoir du lien avec l'invisible. Et donc aujourd'hui, on peut avoir peur du pouvoir, mais souvent de notre propre pouvoir. Parce que si d'un seul coup on réalise qu'on a, hein, quand Marianne Williamson dit notre plus grande peur, ce n'est pas d'échouer, c'est de réussir au-delà de toute limite, parce que quand on prend conscience de notre pouvoir, à ce moment-là, on ne devient plus, comment dire, on ne devient plus victime d'une situation, mais on peut vraiment, au contraire, explorer chaque situation qui nous arrive pour se dire qu'est-ce que je peux comprendre. Et là, on sort de la dimension égotique personnelle pour se dire mon âme est venue sur la terre pour apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je peux apprendre à partir de cette situation? Qu'est-ce que je peux apprendre à partir de cet obstacle? Qu'est-ce que je peux apprendre à partir de cette épreuve? Et là, je vais développer des ressources proportionnellement souvent aux obstacles ou aux épreuves que j'ai eues. Voilà pourquoi cet invisible fait si peur, hein, la peur de ces quatre peurs qu'on vient de voir, voilà la raison pour laquelle l'invisible fait si peur. Mais j'aimerais clôturer avant de vous donner la parole pour les questions-réponses, c'est que souvent les gens me disent mais on a peur de l'invisible parce qu'on a peur par exemple des entités. Mais moi quand c'est comme ça, j'invite toujours à se dire mais pourquoi vous avez plus peur de l'invisible que du visible? Si je risque à me prendre une tarte dans la journée, c'est plus dans le visible que dans l'invisible. Hein. Parce que hein, on se dit les défunts peuvent avoir du pouvoir, mais votre voisin, il peut en avoir plus que ça encore. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les peurs qui ont lien avec le monde invisible, on va les retrouver avec le monde visible. Par exemple, j'ai peur de me faire envahir par les entités. Si jamais j'ai cette peur-là, j'enlève les entités et je dis simplement, j'ai peur de me faire envahir. Point. Et on va se rendre compte que quand on sait poser nos limites, à notre compagnon, à nos enfants, à notre chat ou à nos voisins, on sait très bien poser ses limites dans l'invisible. Hein. Si j'ai peur d'être perché parce que je suis en lien avec l'invisible, je peux être certain que je veux être aussi perché dans mon quotidien, parce que je ne suis pas présent, parce que je ne suis pas aware, parce que je ne suis pas dans cette ouverture ou dans ce discernement. Donc toutes les peurs qu'on va trouver dans le monde de l'invisible, on va les retrouver dans le monde du visible. Voilà pourquoi je n'oppose plus le monde spirituel et le monde matériel, le monde sensible et le monde de la matière, le monde visible et le monde invisible. Nous faisons l'expérience à la même seconde de ces deux énergies, et plus on va apprendre à les utiliser, c'est-à-dire plus on va apprendre à servir de son intuition, plus on va apprendre, par exemple, quand on rentre dans une maison, de savoir. Il y a tellement de gens qui me disent, bah oui, je rentre et puis j'ai un mauvais pressentiment. Bah oui, parce qu'on va apprendre, ça se travaille de capter l'énergie d'un lieu. Ça se travaille de se protéger. Tiens, à qui c'est arrivé allez, tiens, un autre test que je pose comme ça. À qui c'est arrivé d'avoir la sensation qu'on le regarde dans le métro et puis de tourner la tête et de voir quelqu'un qui nous regarde? Voilà, en permanence, en permanence un pouvoir, mais souvent, ce pouvoir, on le connaît mal ou on le connaît peu. Voilà, je suis un peu bavard, hein, voilà, mais j'aimerais qu'on prenne un temps d'échange et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Peut-être que Aurélie, tu les as déjà un peu recensées. Si question il y a, Oui, alors, Arnaud, on a une oui. question qui vient à l'instant de nous être posée. Quels sont les signes en nous qui confirment que nous soyons bien alignés corps, cœur, esprit? Ah, c'est une bonne question. Quel signe on a? Alors, ces signes, moi j'en connais cinq. Le premier, c'est qu'on est en bonne santé. Le deuxième, c'est qu'on a de l'énergie. Le troisième, c'est qu'on vit des émotions globalement positives. On peut être en colère ou triste, mais globalement, on est plutôt joyeux. Le quatrième, c'est qu'on a des relations avec chacun qui sont des relations constructives. Et le cinquième, c'est qu'il y a une relative fluidité
dans notre vie quotidienne. Voilà. On n'oppose pas le monde visible et le monde invisible. Vous savez, dans les gens qui viennent en stage, je reconnais un peu deux excès. Les premiers qui sont hyper matérialistes, donc ils n'ont aucun problème pour construire, engager, s'investir, mais ils ont beaucoup plus de mal pour être en lien avec leur âme. Et les autres qui sont très en lien avec le monde invisible, mais qui ont beaucoup de difficultés à incarner cette dimension invisible dans la matière. Pour moi, on peut vraiment euh, aligner les deux. On a une autre question de Ouais. Claire Arnaud qui est en lien avec justement la peur d'entrer en contact avec des entités malveillantes. Oui, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être aussi en faisant le lien avec l'incorporation que font certains chamans? alors avant d'incorporer comme le font certains chamans, puisque là ça s'adresse vraiment à des gens voilà, qui en font leur vie, quoi. On est en permanence en lien avec nos ancêtres, avec des esprits du lieu, mais avec les gens même que vous côtoyez. Hein, des gens, peut-être ça vous est arrivé d'un seul coup, à un moment donné, de vous sentir mal, et puis de voir qu'il y a une personne qui vous en veut. Donc il n'y a pas besoin de distinguer le monde du visible du monde invisible. Nous sommes en permanence en interaction. Et ça, c'est vraiment le grand postulat du chamanisme, mais aussi de toutes les dimensions spirituelles, c'est que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau. La conscience déborde le cerveau et c'est ce qui fait que nous sommes en permanence en lien les uns avec les autres, avec les gens qu'on a vus dans la journée et que donc quelqu'un qui nous en veut, par exemple, on va le sentir, il n'a pas besoin d'être décédé. Même un voisin ou un collègue avec qui ça s'est pas bien passé, on va le sentir dans notre corps. Donc plus on est sensible, plus on va percevoir ces intrusions. Mais il n'y a aucune raison encore une fois, de redouter davantage comment dire, les intrusions invisibles que les visibles. Et pour faire le lien avec ta réponse, Lucille Ouais. nous demande de manière pratico-pratique et concrète, comment fait-on quand on ressent une entité pas très sympa à proximité pour se nettoyer, pour la faire partir? Là, on commence à rentrer dans le programme déjà, puisque ça fait partie des thèmes qu'on évoque, en faisant toujours le lien avec le monde visible. C'est-à-dire que quelqu'un qui se fait envahir par son voisin, il a besoin de s'ancrer, il a besoin de s'enraciner. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Il y a vraiment des méthodes qui nous apprennent, qui nous viennent des arts martiaux, qui nous apprennent à nous ancrer, à nous enraciner, à être vraiment présent dans notre corps et à dire un mot qu'on a du mal à dire, c'est stop. Et quand on sait dire stop ou non dans le monde visible, on sait aussi le dire dans le monde invisible. Mais souvent, ce qui se passe, vous savez, il y a vraiment un thème que je prends beaucoup, qui est la croix du comportement. Il dit quand l'homme étend ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et la croix, elle a deux axes. Un axe vertical, le lien à moi, un axe horizontal, le lien à l'autre. Et cette croix, des fois, elle est comme ça. C'est celui qui se dit, moi, l'invisible, je m'en fous complètement, c'est comme le visible, il n'y a que moi qui compte. Donc juste en lien avec moi, pas du tout en lien avec l'autre. D'autres ont une croix comme ça, c'est-à-dire hyper éponge, toujours à vouloir faciliter, à pas vouloir rentrer en conflit, et ceux-là, ceux qui vont privilégier toujours la relation à l'autre, ça va être des qui vont être plutôt éponges et qui, dès qu'ils vont rentrer dans un lieu un peu chargé ou être en lien avec quelqu'un qui est en colère, vont prendre sur eux la colère de l'autre, la tristesse du voisin ou la tristesse d'un défunt. Parce qu'il n'y a pas dans ça l'alignement juste qui est 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, c'est-à-dire 3 cinquièmes d'axe vertical et 2 cinquièmes d'axe horizontal. On a une question qui nous est posée. Comment peut-on retrouver l'enfant en soi, Arnaud? Ça, c'est une bonne question parce que je crois que on me demande souvent dans les formations comment est-ce qu'on peut se protéger. Et dès lors qu'on se protège, on peut nourrir la peur. Hein, j'ai peur du monde invisible. On a deux grands moteurs, la peur et l'amour. Plus il y a de peur, moins il y a d'amour. Plus il y a d'amour, moins il y a de peur. Et quand on est dans la spontanéité, quand on est dans l'intelligence vitale, quand on est dans le rire, quand on est dans la joie, la peur disparaît, on n'est plus envahi, on n'est plus papaouté par l'environnement, on gagne en stabilité comme un enfant, comme un enfant.
Tu disais que l'ancrage était le meilleur moyen, certainement, justement, Très clair. de se protéger. Donc, quelqu'un nous demande concrètement quelle technique d'ancrage tu recommandes. Ben ça, c'est des ancrages qu'on voit dans ce parcours, notamment. Moi, je m'appuie beaucoup sur une méditation qu'on appelle la méditation du chêne, qui vise vraiment alors, dans ces rituels-là, nous, on vous transmet quelque chose après que vous allez pratiquer ou non. Plus vous allez le pratiquer, plus vous allez vous enraciner. Mais l'ancrage en lui-même, il est assez simple à transmettre. Il y a une visualisation, il y a une respiration, il y a une posture physique aussi qui est très très précise. Et quand on développe cette posture physique, on est ancré. Le tout, c'est pas seulement d'être ancré, c'est de pouvoir maintenir cet ancrage. C'est pour ça que œuvrer avec l'invisible, c'est aussi regarder au quotidien comment on peut changer ses habitudes. Hein, si on sait par exemple que ce qui va nous aider à développer l'ancrage, c'est le silence, c'est la marche dans la nature, c'est certaines positions physiques très précises, les pieds parallèles, les joues légèrement fléchies, qui sont vraiment des postures martiales. Ce qui va nous fragiliser dans notre ancrage, c'est les écrans, c'est les conversations à n'en plus finir, c'est etc. Une fois qu'on a dit ça, eh ben, on va avoir la possibilité de transformer quelque chose dans notre vie ou pas. Hein, mais là, je fais le lien avec le parcours œuvrer avec l'invisible. Celui qui se dirait, OK, super, je fais le parcours pendant 3 mois, puis dans 3 mois, j'ai développé une super intuition, je fais appel à ma médiumnité, je connecte à mes vies passées, je connecte avec tous les esprits des lieux, j'arrive à me protéger et qui lui-même n'a rien travaillé, c'est exactement comme si je disais, voilà, il y a un programme pour perdre quelques kilos. Si jamais je ne pratique pas le programme, ça suffira pas, quoi. Donc on a besoin par moment, quand on veut œuvrer avec l'invisible, et donc développer notre ancrage, développer notre sensibilité, comprendre, pardon, comment fonctionne l'aura, comment fonctionne l'énergie, comment développer notre énergie intérieure, comment se protéger des énergies. Une fois qu'on a compris ça, plus on va le pratiquer, plus on va se renforcer aussi dans le monde subtil. Ça, c'est vraiment important. Si ça te va, Arnaud, je propose qu'on passe à la présentation du Oui, parcours, pendant laquelle on répondra d'ailleurs certainement à certaines questions qui sont posées. Alors, c'est parti. voilà, ça c'est le parcours tel qu'on l'a défini en se disant, voilà, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver dans ce parcours en ligne, hein, puisque le parcours est en ligne, et on s'est dit, on a cherché le temps juste, donc on est tombé sur 11 semaines, c'est un parcours qui commence le, je suis parti le 8 mars, je ne me trompe pas, hein, le 8 mars, et qui part pour 11 semaines. Et ça veut dire que pendant 11 semaines, on va fonctionner ensemble avec des webinaires, avec une plateforme dédiée, avec des enseignements, etc. Donc on part sur 11 semaines. Une plateforme dédiée, ça veut dire que dès lors que vous vous inscrivez sur le parcours, vous avez accès à une plateforme dédiée qui est vraiment une plateforme sur laquelle il y a tous les enseignements. Il y a 50 épisodes et 50 épisodes que vous pouvez garder pendant un an, etc. Il y a un groupe donc sur lequel nous échangeons avec l'équipe et vous, et sur lequel vous pouvez non seulement poser vos questions, échanger entre vous, apporter vos témoignages, et c'est là aussi, voilà, on a par exemple un cahier qu'on envoie avec la formation sur lequel il y a tous les exercices, tout, etc. Donc quand par exemple, je prends, bah tiens, je prends la leçon 19, où là, on apprend à utiliser un pendule. Je suis très surpris. Le pendule, là, on a terminé un parcours il y a quelques mois, et sur le parcours, on pourrait dire que allez, entre une personne sur deux et 2 personnes sur 3 réussissaient très bien à utiliser le pendule à la fin de ça. Donc on a tous ça en nous dès lors qu'on l'utilise un petit peu. Donc on a des exercices, des choses comme ça, des conseils, et sur la plateforme, sur le groupe, les gens vont échanger en disant je fais ça, ça fonctionne, et toi, bah, moi je fais ça, ça fonctionne mieux comme ça, etc.
On a 6 experts qui interviennent pendant le parcours, donc pour parler de thèmes en lien avec le monde de l'invisible. Je pense à Marie-Lise Labonté qui parle des familles d'âmes, je pense à Sophie Gage qui parle beaucoup de la canalisation. Je pense à Marie-Estelle qui parle de l'intuition, à notre ami qui parle du tambour, qui d'autre? J'ai pas la liste sous les yeux, mais voilà, on a 6 experts donc qui parlent à chaque fois de leur approche de l'invisible. À Muriel Siron qui parle de son lien avec de comment mieux percevoir avec l'énergie de la Lune. On a des ateliers. Je vais laisser tout à l'heure la parole à Sandrine qui va nous parler des ateliers elle est en escale, puisqu'on fait des escales toutes les semaines avec Sandrine et Aurélie. Donc des ateliers de mise en pratique très concrets. Et puis 3 webinaires où on se retrouve en direct. Et puis donc 50 vidéos, c'est ce que j'évoquais au départ, avec tous les enseignements qui sont des capsules d'une dizaine de minutes à peu près sur lesquels vous avez tous les sujets. Voilà, je crois que j'ai tout nommé, hein, Aurélie. Oui, tout à fait, tout y est, Arnaud. Merci Alors, beaucoup. est-ce qu'on peut enchaîner sur les étapes, peut-être? Oui, on va laisser la parole à Sandrine peut-être pour que si ça te va, pour qu'elle Oui, se oui, oui. présente avant que j'affiche le parcours. Alors allons-y, Sandrine. Comment tu pourrais parler de ces fameuses étapes? Bonsoir, bonsoir à tous. Déjà, je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire pour pouvoir vous rencontrer. Et puis effectivement, ces escales qu'on propose avec Aurélie, on a vraiment eu envie de les créer pour que vous puissiez vivre avec nous un voyage, en fait. Vivre avec nous un voyage qui peut être en lien avec l'invisible. Et on a vraiment prévu ces escales, ces ateliers pour que vous puissiez faire, même si c'est online, justement, qu'il y ait quelque chose à intégrer aussi vraiment dans votre quotidien. Il y a vraiment un engagement aussi qu'on vous demande parce que lors de ces ateliers, il va y avoir bien sûr des enseignements qui vont être en lien avec l'Académie de l'Acte. Ça va être aussi bien sûr en lien avec toutes les vidéos dont tu as parlé aussi, Arnaud. Les 50 vidéos, on les a regroupées par thématique un petit peu pour que vous puissiez savoir que pour telle escale, il y a telle ou telle vidéo à regarder et puis vous puissiez venir avec vos questions aussi. Et puis nous, ensuite, avec Aurélie, on est vraiment là aussi pour vous transmettre une pratique, parce qu'on a vraiment envie que vous intégriez dans votre quotidien vraiment ce fait d'œuvrer avec l'invisible. Et on a effectivement construit comme un voyage, en fait. C'est vraiment ça, un voyage où on va progressivement aller d'étape en étape, d'escale en escale, pour vous faire découvrir ce monde. Et vraiment, ce qui était important pour nous, c'était de vous transmettre, oui, c'est ça, des pratiques, des techniques que vous puissiez refaire chez vous pour vraiment l'intégrer et ensuite pouvoir le partager aussi avec nous. Donc oui, Aurélie est en train d'afficher, on a fait ça, voilà, il y a 10 escales différentes. Donc là, effectivement, vous avez les titres. Après, vous pouvez aller voir effectivement sur le site, il y a un petit peu plus des détails qui parlent de ces 10 escales. Euh, Entre chaque escale aussi, vraiment, on vous demande de partager ce que vous vivez parce que le groupe, c'est là aussi où le groupe va être très important. C'est de pouvoir partager ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et puis, bien sûr, ça va être peut-être des choses que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas du tout. Et le but, ça va être soit de découvrir ces thématiques, peut-être de les redécouvrir, ou peut-être de renforcer aussi certaines pratiques qui sont les vôtres, ou vous avez envie de mettre en place, et vraiment que ce soit qu'il y ait quelque chose un lien qui puisse se créer aussi entre nous, entre ces escales. Et Sandrine, tu as Ok. autre chose à rajouter? Non, Alors, ce que j'aimerais dire là-dessus, peut-être pour les amis qui sont là ce soir, c'est que nous, on en parle bien évidemment de l'intérieur parce qu'on a accompagné ces ateliers, ce parcours, mais ce qui est intéressant, c'est les retours qu'on nous en a fait, qu'on vous mettra tout à la fin si vous le souhaitez. Mais en gros, ce qui est ressorti, c'est finalement le fait de pas tant avoir appris de nouvelles choses que d'avoir révélé ce qui était déjà là. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment notre job, c'est de vous emmener nulle part ailleurs que chez vous, mais dans un espace peut-être que vous n'avez pas encore exploré. Et on est persuadé que ça passe par une certaine forme de légèreté et de pratique au quotidien et de partage. La deuxième chose qui est remontée dans le précédent groupe,
dont certains sont ici, à qui je fais coucou, c'est vraiment la force du groupe, la force des échanges qui se sont créés. D'ailleurs, le groupe précédent a créé, suite à notre groupe, un autre groupe pour continuer les exercices, pour continuer les partages, pour continuer les pratiques. Parce que pratiquer seul, c'est une chose et c'est nécessaire, mais avoir un groupe de soutien, pouvoir échanger aussi sur ses peurs potentielles autour de l'invisible, le fait de se sentir différent, ou pourquoi pas peut-être la peur d'être rejeté, etc. Ça a été, je crois, aussi une valeur ajoutée très importante, au moins aussi importante que l'aspect, disons, technique et exploratoire. Mm. Voilà ce que je voulais ajouter. Sandrine, peux-tu peut-être parler du stage ou Arnaud? Voilà, oui, je vous ai parlé tout à l'heure du Moulin de Beaupré, qui est ce lieu en Bourgogne dans lequel on s'est installé il y a 6 ans et qui reçoit toute l'année des séries. Peut-être si vous avez lu les chroniques du Moulin, si ça vous dit quelque chose, le Moulin de Beaupré, ça vous dit quelque chose aussi. Et donc, on a souhaité programmer, alors en option, c'est-à-dire le programme dont on vous a parlé, il est complet, il tient comme ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui nous disaient, bah, on adore le programme en ligne, mais on aime bien venir sur place, se rencontrer, etc. Et donc, on a mis en place un stage donc, qui est en option, qui est vraiment en option, pour que vous puissiez vivre l'expérience au Moulin de Beaupré. Donc, c'est un stage qui a de 3 jours, de 3, 4, 5 mai. Et là, il y a des rituels ensemble. Et c'est un groupe qui est ouvert à 20 personnes, hein, puisque c'est au Moulin et c'est en petit comité. Ça, c'est pour ceux qui se disent, moi, je veux avec l'option au Moulin de Beaupré. Comme ça vous permet d'être en direct ici. Une petite confidence qu'Arnaud n'ose peut-être pas vous faire par humilité, c'est que le Moulin de Beaupré, c'est donc le lieu où vit Arnaud, mais c'est un lieu qui est un lieu, comment dire, qui est pour moi un accélérateur de particules. Vraiment, si vous y êtes déjà allé ou si vous avez l'occasion d'y venir, c'est un lieu qui est tellement soigné, dont on prend tellement soin, dont on prend soin d'ailleurs de tous les règnes que vous voyez, que vous apercevez ici à l'écran, que vraiment la vibration est très forte et il se passe beaucoup de choses, rien qu'en étant déjà en lien avec le lieu. Donc voilà, je me permets de le dire et de le souligner. Oui, oui, C'est je pas crois que chaque lieu a sa vocation et la vocation du ça. Moulin, c'était d'accueillir des sessions de transformation. Ouais. Alors, voilà la présentation du parcours. Donc, nous sommes parcours de 10 semaines. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 2 options. Le parcours en lui-même, tel qu'on l'a parlé, donc le parcours de 10 semaines, les rendez-vous hebdomadaires, les échanges interactifs, les cadeaux bonus ou la possibilité de le suivre avec en plus le stage au Moulin de Beaupré. Voilà. Et nous sommes en période, j'ai plus la date sous les yeux, mais on a dit qu'on faisait un early bird, c'est-à-dire pour les gens qui s'inscrivent dès maintenant et avant, je ne sais plus quelle date, mais Jusqu'au 15 février. 15 février. Voilà. Ok, je propose qu'on prenne un petit temps pour des questions-réponses, si questions vous avez encore. Et comme ça, on aura pu partager. Quoi qu'il arrive, de toute façon, moi je suis content d'échanger avec vous. Donc si vous avez des questions sur ce programme, c'est le moment de les poser. Sinon, c'est qu'on aura fait le tour, je crois. Hein. Ah, et Touguen au Grand Rex. C'est vrai que j'ai pas parlé des Touguen au Grand Rex. Il y en a qui étaient là, et Touguen au Grand Rex. Euh, Oui, il y en a quelques-uns qui étaient là. Ah oui, oulala, il y a du monde qui était là et tout. Oulala! Alors, oui, quelques questions par rapport à ça, parce qu'on ne le dit pas assez, mais on forme vraiment tout un écosystème avec l'Académie de l'Acte. L'Académie de l'Acte, c'est un écosystème. Il y a les livres que je transmets, il y a les enseignements, il y a le programme Œuvrer avec l'invisible, il y a le Tipeee, il y a des événements. Non, on ne le fait pas tous les 15 jours, on l'a fait. C'est la première fois qu'on faisait un aussi gros événement que le Grand Rex avec
avec 2500 personnes, ça a été énorme. C'est pas prévu pour l'instant avant 2026, donc on a le temps. Mais il y a vraiment tout un écosystème qui œuvre ensemble entre le moulin, entre l'académie et le Terra Numa. Ça fait vraiment un bel écosystème. En tout cas, je crois qu'on va pouvoir Juste clôturer. Arnaud, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui posaient beaucoup Ah, de questions C'est sur, ça. par rapport aux enseignements. Est-ce qu'ils sont purement en vidéo ou est-ce qu'il y a des oui, interactions? Et je crois que c'est important effectivement de souligner que oui, bien sûr, il y a les 50 vidéos qui sont en lien avec le cahier, mais il y a aussi les webinaires que toi tu animes, les webinaires qui sont en direct, auxquels les personnes peuvent aussi te poser des questions quand il y a besoin. Et puis vous pouvez aussi échanger. Et puis effectivement, par rapport aux ateliers, il y a aussi des personnes qui demandaient si jamais je loupe. Il y a bien sûr les replays qui sont faits et oui. où on répond aussi aux questions aux personnes, même s'ils n'ont pas pu participer. Donc il y a vraiment eu enfin c'est ce qu'on a eu envie de faire, hein, Arnaud, avec toi et avec Aurélie, c'était de créer aussi un parcours en ligne, mais qui soit vraiment de l'ordre de créer de l'intime aussi ensemble, de pouvoir partager quelque chose d'intime et de partager toute une période de vie ensemble. C'est ça. C'est important de le rappeler. On a vraiment quand on a cherché la formule la plus adaptée, on a besoin quand même, si on veut vraiment qu'il se passe quelque chose, une transformation, on a besoin d'y passer un peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur 3 mois. Les vidéos sont assez courtes, c'est 10 minutes, 15 minutes maxi. Ça va pas vous prendre la moitié de la journée. C'est vraiment un temps. Oui, c'est possible de les voir en replay. Non, c'est pas possible de faire le stage tout seul. Le stage, on le garde uniquement euh, pour ceux qui suivent la formation. Les horaires des ateliers, généralement, c'est 19 heures ou 20 heures. Voilà, et ils sont toujours en replay. Et j'insiste sur le groupe Facebook. Alors, est-ce que vous êtes obligé d'être sur le groupe? Non, c'est pas obligé. C'est un vrai plus. Si vous voulez qu'on échange, on a toujours des gens qui font le parcours chaque année et puis qui se disent, bah voilà, moi je suis pas sur le groupe, je fais ça en cavalier seul. Pour nous, c'est OK, mais c'est vrai que c'est un peu une plus-value de pouvoir vous accompagner et répondre à vos questions. Mais là encore, chacun fait à son rythme. Voilà ce Pour que je pouvais répondre, dire. Arnaud, à une autre question qui nous demandait Ouais, s'il y aurait une autre date sur 2024 de Vrai avec l'invisible. Donc non, pour non, l'instant, c'est pas prévu. On est sur un parcours pour cette année. voilà, c'est ça. On nous demande également, est-ce 11 semaines consécutives, c'est-à-dire un atelier par semaine? Alors oui, cette année, le parcours fait 11 semaines calendaires, 11 semaines et demie calendaires, mais c'est bien 10 escales. Voilà, il y aura parfois une intervalle entre 10 jours, ce qui explique les 11 semaines. Voilà, Et les Sandrine, je viens de voir, vient de passer comment dire, l'adresse. Si vous avez la moindre question, vous pouvez continuer à nous écrire. On va pouvoir clôturer pour ce soir. Encore une fois, sentez-vous totalement, voilà, laissez reposer tout ce qu'on vient de se dire ce soir. Et puis, en fonction bah, si vous sentez vraiment un appel pour ce parcours œuvrer avec l'invisible, on embarque le 9 mars. 9 mars, c'est le départ, c'est-à-dire que les inscriptions doivent se faire avant le 7 pour avoir le cahier à jour. Et puis, si vous voulez bénéficier de l'early bird, c'est avant le 15 février. Et puis, si vous ne souhaitez pas, ben, on aura passé une bonne soirée ensemble. Et ça sera aussi, en tout cas, moi, je souhaite déjà vous remercier de votre curiosité. Ça, c'est important, et je vous encourage dans cette période chaotique, sensible, j'ai envie de dire ça en conclusion, je vous encourage, quoi qu'il arrive, à faire confiance, à vous faire confiance, à faire confiance dans la dimension de l'invisible. Nous sommes guidés, nous sommes inspirés, et que vous fassiez le parcours avec nous ou pas, je vous encourage à faire confiance, à vous faire confiance et à vous rappeler que la vie est belle et que nous avons beaucoup de chance de pouvoir la vivre pleinement. À très bientôt. Merci de votre belle présence. Merci de votre engagement. Belle soirée à tous. Ciao, ciao.